Je m'appelle Pierre Amestoy, Pierre. J'ai 59 ans cette année. Ma foi, je suis déjà en train de préparer ma sortie de la vie active professionnelle. Dans 2 ans, je pense avoir mes droits à la retraite. J'ai un parcours atypique. On me l'a toujours dit, mais bon, c'est tout simplement vrai. J'ai été jeune soldat, j'ai été fonctionnaire, j'ai été tantôt à défendre les gens, tantôt à défendre les intérêts de l'État devant les tribunaux. J'ai vraiment un panel d'activités assez large. Et j'ai pu mettre tout ça en orchestre, et puis dans chacune de ces phases, essayer d'atteindre un point où j'étais le plus satisfait possible. C'est important. Quelqu'un me disait un jour, quand j'étais soldat, ce qui compte à Mestoy, c'est de se faire plaisir dans sa carrière. Il parlait vrai. Il parlait vrai. Même si on n'atteint pas tel ou tel niveau hiérarchique ou tel niveau de perfectionnement, si au moins on se fait plaisir, on a atteint un sacré paquet. Et ça, c'est très très important. Qu'est-ce qui explique ton parcours atypique ? Ce qui explique mon parcours atypique, c'est plusieurs aléas de la vie qui me font connaître et comprendre que tout ce qui ne tue pas rend fort. Explication, depuis tout petit, je voulais être soldat. C'est clair, je voulais être soldat. Et bien, qu'à cela tienne, j'ai été soldat, très jeune. Je suis rentré, j'avais 16 ans et 10 mois, dans une école militaire pour devenir ce qu'on appelle à l'armée sous-officier. C'est les grades subalternes de sergent, sergent-chef, adjudant, des choses comme ça. Et après cette école militaire, donc, on a choisi une spécialité. Donc j'étais mécanicien au début sur auto-engin blindé, ça ne me plaisait pas des masses. Et dès 1980, donc je suis rentré en 1976 dans l'armée, ça a duré 3 années, la formation elle est assez longue. On comprend qu'elle a été abandonnée parce qu'aujourd'hui, pour former un simple sergent, il faut beaucoup moins de temps. À la différence, c'est qu'à l'époque, aux sorties de 3 ans d'école, on était formé tant au sens militaire qu'au sens technique. Et on était un jeune sous-officier sacrément mis armé pour aller dans un régiment et être immédiatement exploitable. À l'inverse, le sergent qui sort d'autres écoles, comme Saint-Vexin, c'était l'école concurrente, je dirais, un autre type d'école. Celui-là, il fallait qu'il parte en stage pour acquérir une spécialité, et il arrivait en régiment, il n'était pas opérationnel tout de suite, puisqu'il fallait qu'il reparte faire une spécialité. Nous, on arrivait, on était immédiatement opérationnel. Et ça, c'était intéressant. Mais bon, ça a duré 3 ans, je comprends que les contingences budgétaires aient pu remettre tout ça en cause. C'est une erreur à mon avis, mais bon, il faut en parler, puisque c'est quand même souvent, hélas, encore aujourd'hui, le moteur qui fait que l'administration, ou l'armée en général, l'administration avec un grand A, se transforme et se modernise, comme on dit. De quoi te rappelles-tu le plus dans ta carrière jusqu'à présent, par rapport à tes expériences ? De quoi je me rappelle le plus dans ma carrière ? Ce que je me rappelle le plus, il y a mes actions devant le tribunal. J'ai adoré être commissaire de gouvernement. Le commissaire de gouvernement, c'est un fonctionnaire qui va devant des juridictions, c'était les juridictions des pensions militaires, exercer, si tu veux, la défense des intérêts de l'administration. On va faire œuvre de pédagogie et en tout cas en droit, devant bien sûr le tribunal et les parties qui sont présentes, on va expliquer pourquoi l'administration a pris telle ou telle décision. La plupart du temps, une décision de rejet, bien sûr, qui est contestée, et donc voilà, on formule pourquoi elle a été prise, et on demande au tribunal, parce qu'on est parti à l'audience, on demande au tribunal souvent le maintien de cette décision, bien sûr. Donc ça, c'était quelque chose que je me souviens, parce que je voyais des fois des choses, bon, sans bon, on a refusé, bon, j'étais ravi qu'en face, on demande une expertise judiciaire pour lever le doute et tout, et bien sûr, je ne m'y opposais quasiment jamais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire commissaire du gouvernement ? Alors, au départ, lorsque j'ai quitté donc l'armée, après 20 ans de service, je suis arrivé au ministère des Anciens Combattants. Je paraphraserai M. Masseret, à l'époque ministre des Anciens Combattants, qui me disait « c'est le service après-vente de l'armée ». C'était un peu vrai, finalement. Et je suis arrivé au service du contentieux, il manquait du monde. On ne m'a pas trop demandé mon avis. Et arrivé au service du contentieux, j'ai immédiatement adoré ça. Alors pourquoi ? Parce que c'est du droit. Pourquoi ? Je voulais faire du droit, mais j'ai jamais pu mener au bout cette chose de faire du droit. J'avais commencé un DUG par correspondance, mais même ici à Toulouse, on posait les hélicos, on enlevait la combinaison, on venait en courant au cours du soir pour une capacité en droit, mais la distance, le timing, on ne pouvait pas. Honnêtement, c'était sincèrement impossible. En tout cas, on n'a pas trouvé le temps pour le faire. Je dis on parce que j'étais avec un copain. Après tout seul, je n'ai jamais trouvé le temps, la distance pour pouvoir faire ce DUG
pour ça que je voulais faire un DUG par correspondance, j'ai jamais pu le faire vraiment. Et là, j'arrive au ministère des Anciens Combattants, au service du contentieux des pensions. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du droit, certes un droit particulier, le droit des pensions, c'est du contentieux administratif pur et dur, j'allais dire, c'est du contentieux administratif, c'est très très intéressant, je renoue avec cette envie de faire du droit. Ça va déclencher en moi, pas tout de suite parce que je ne peux pas, mais plus tard, je vais trouver le filon pour m'inscrire effectivement à la fac et recommencer mon droit là où j'avais laissé, c'est-à-dire au début. Et donc faire mon droit. Pourquoi voulez-vous conseiller en droit toutes les personnes militaires et civiles de la base de défense? Pourquoi je veux les conseiller en droit? Pour deux raisons principales. La première, c'est ma nature. J'ai toujours été vers les autres, peut-être comme j'aurais aimé quand même vers moi, mais on est venu vers moi quand j'étais jeune. Je garde un excellent souvenir de l'orphelinat. J'ai toujours été vers les autres. Et là, pouvoir conseiller en droit les gens, c'est parce qu'il y avait un poste qui était offert. Après avoir fait mon droit à la fac de Lille, j'ai mon master 2, mais jusqu'à la maîtrise, j'ai fait droit privé et sciences criminelles. Qu'est-ce qu'ils cherchent comme poste à la base aérienne 116? Ils cherchent un conseiller juridique, CQFD. Donc lorsque, grâce à la RGPP, on ferme les anciens combattants, en tout cas la DSPRS, les directions interdépartementales sont fermées, il faut que je trouve un poste ailleurs, et je trouve ce poste à la base aérienne. Et grand bien mal appris, puisque je vais bénéficier d'une parfaite autonomie, je vais pouvoir recevoir les gens, et je me souviens que la chef à l'époque m'a dit, il faudra leur donner envie de venir. Fort de mon expérience de chef d'atelier, je lui avais dit, ne vous inquiétez pas, ils auront envie. Et non seulement ils ont eu envie de venir, donc cafetière, discussion, j'ai expliqué le droit, mais je vulgarisais le droit pour que les gens le comprennent, mais vraiment. Et ça, c'était très important pour moi. Parallèlement à cela, dans mes fonctions, je faisais un petit enseignement, légitime défense, droit des conflits armés, le comportement vis-à-vis du secret. Donc j'avais ce petit volet un petit peu pédagogique qui me plaisait énormément. Donc c'était un package en fait. Voilà. Parallèlement à cela d'ailleurs, dans le domaine syndical, je vais dispenser des formations syndicales. Je suis d'ailleurs animateur de formation syndicale, où là on faisait donc rédaction de jugement pour les conseillers de prud'homme, parce que, comme je leur disais, vous tirez à balles réelles les gars. À l'audience, vous disiez quoi? Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Je leur disais, vous tirez à balles réelles à l'audience. Ah oui, d'accord. C'est un vrai jugement, c'est des vrais avocats, c'est une vraie décision. Donc il faut qu'elle respecte les formes, il faut qu'elle soit rédigée correctement, etc. Je faisais aussi défenseur du syndical, défenseur du salarié, après pouvoir disciplinaire de l'employeur. Donc voilà, dans le droit du travail, parce que j'affectionnais cette matière, j'avais trouvé le moyen d'aller me projeter, me faire plaisir grâce au syndicat. Donc c'était du droit tout ça finalement. Et c'est vrai que expliquer le droit, conseiller en droit, là vraiment j'ai exulté. C'était vraiment une mission très très intéressante. Qu'est-ce que c'est que d'être conseiller juridique du commandement? Le conseiller juridique du commandement, il va aider le commandement dans ses relations avec les opérateurs privés et publics dans la rédaction de conventions. C'est les portes ouvertes, c'est la fête aérienne, c'est le meeting aérien, il y a un tas de conventions à prendre avec qui va vendre des saucisses, des merguez, qui va faire venir un manège, etc. Donc tout ça s'organise à travers des conventions pour savoir, ils vont venir chez nous, c'est pas gratuit, à cause de la loi qui fait que l'occupation du domaine public doit être payante, sauf cas particulier. Donc voilà, il faut mettre tout ça, il faut orchestrer tout ça, et il faut aider le commandement à la rédaction de ces actes, qui sont quand même des actes juridiques déjà, et qui sont des contrats. Une convention, c'est un contrat. Et pour être couvert tant vis-à-vis de l'administration centrale que du droit en général, tout simplement. Avec le rapport public, qui est malgré tout une base aérienne, et privé, qui est le commerçant qui vend des saucisses, quoi, ou des barbes à peu bas. Quelles sont les règles de comportement à adopter face aux réseaux sociaux? Les règles de comportement à adopter face aux réseaux sociaux est un petit module que j'animais, la DPSD, qui est un petit service de renseignement, un des services, il y en a 5 je crois, de renseignement de la défense, la direction de protection et sécurité de la défense. Je crois qu'ils ont changé de nom, donc ce nom n'est peut-être plus tout à fait juste. Donc le DPSD à l'époque fermait son détachement et ils m'ont demandé, Pierre, tu veux bien l'animer? Qu'est-ce qu'on animait? On montrait à travers des exemples
comment le capitaine Lucien parlait de lui, mais tellement bien de lui que si j'étais un organisme de renseignement étranger, j'aurais pas besoin de perdre des mois à l'aborder, il s'est lui-même présenté à moi. Et de nous dire que j'étais officier à tel endroit, j'ai participé, tout ça sur Facebook, quoi, ou des équivalents. Et donc, à grand renfort de diapositives et d'exemples, je montrais comment un autre personnage, en parlant de lui, montre les photos des copains, etc. Copains qui n'ont peut-être pas envie, lorsqu'ils sont en opération extérieure, avec la famille en France, d'être là-dessus, quoi. Donc, non seulement pour soi, mais également pour les autres. Au moins épargner les autres. Donc, c'était très important. Et de divulguer l'un d'entre eux un véritable CV, ce qu'on appelle dans l'armée l'état signalétique et des services. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, en telle année, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Je suis un service de renseignement étranger. J'ai pas besoin d'aborder pendant des mois ces personnes. J'ai tout ce qu'il me faut sur elles. Je vais concaténer, je vais faire une concaténation de toutes ces données. Je vais garder tout ça en mémoire, bien évidemment, comme le fait de toute façon Facebook, hein, puisque quand on donne quelque chose à Facebook, c'est pour la vie, il faut le savoir. Je terminais mon entretien avec ça, mon exposé avec ça d'ailleurs. Et ça, peu de gens le savaient, jusqu'à évidemment le découvrir à ce moment-là. Maintenant, on peut quand même aller sur Facebook, les réseaux sociaux en général, hein, sur ce type de réseau, mais il faut faire attention à ce qu'on y met, effectivement. Qu'est-ce que vous avez à dire justement sur ce réseau social-là ou bien les autres à la jeunesse qui l'utilise maintenant? On a tendance, lorsqu'on est derrière l'écran d'ordinateur, on a cette petite bulle protectrice. On est dans sa chambre, on est dans sa maison, on ne risque rien. Effectivement, ce n'est pas des touches qui vont nous agresser. Donc on a tendance à se lâcher et à divulguer des choses que véritablement il ne faut pas mettre. La photo de la petite sœur, certaines dates de naissance, de mariage, tout n'est pas à être connu. On a l'impression, c'est pas grave, je n'ai pas de secret à protéger. Si, la vie privée. Et donc on a tendance comme ça à se lâcher. Si un policier nous demandait à nous, dans la rue, tout ce qu'on met sur Facebook, on serait offusqué. Monsieur, un peu de respect, je ne suis pas un criminel, mais de soi-même, on va aller mettre un tas de choses là-dessus. Quel conseil pouvez-vous donner justement à cette jeunesse qui utilise ces réseaux sociaux, pour certains un peu trop, qui exploitent un peu trop ces réseaux sociaux, où ils se lâchent trop en donnant des informations? Je donnerai le conseil qu'un informaticien m'a donné. Tu veux faire un programme informatique, pourquoi faire? Tu veux un logiciel, pourquoi faire? Alors je vais utiliser les réseaux sociaux, Facebook et les autres, pourquoi faire? Je veux mettre en avant la façon de coudre des bottes en cuir, etc. Là déjà, il faut faire attention. En matière d'intelligence économique, le renseignement qu'on peut mettre là-dessus peut couler notre boutique si on délivre des secrets de fabrication. Rien que ça, c'est tout bête, mais il faut y penser. Donc sans aller jusqu'au secret de fabrication et à faire attention à l'intelligence économique, hein, donc au fait qu'on va exposer des secrets de fabrication, des process, etc., je dirais aux gens, ne mettez là-dessus que ce qui est strictement nécessaire. Par exemple, moi je fais des cérémonies militaires. Des cérémonies militaires, elles sont publiques. Donc si c'est déjà public, ça ne pose pas, à mon sens, de problème. Voilà. Maintenant, tout ce qui n'est pas public, si on fait le choix de le mettre malgré tout, parce qu'on veut partager, pourquoi pas, c'est possible, hein, une passion, des poèmes, des écritures, pourquoi pas, voilà, à ce moment-là. Mais il faut bien être conscient que ce sera réellement public. Il faut être conscient qu'une fois que c'est mis là-dessus, c'est mis dans la poche et dans les ordinateurs de tout le monde, y compris de personnes qui pourraient être malveillantes. Donc ça nous oblige à penser quelle utilisation on peut faire des données que je mets là-dessus pour embêter un tel ou tel, m'embêter moi par exemple. Et il faut y penser. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, c'est vous qui l'avez mis, c'est vous qui avez écrit ça. Rappelez-vous, c'est bien votre écriture, c'est bien vous, c'est signé. Oui, c'est signé, mais je ne voulais pas le dire comme ça. Vous voyez, le fait d'autoriser, je parle de Facebook, à utiliser de façon partielle ou de relever des extraits de tout ce qu'on met là-dessus, on encourt ce risque-là. Donc, il faut y penser. Est-ce que vous aurez un ou des conseils particuliers à donner aux artistes qui mettent des écrits comme des poésies, des scénarios, etc. sur Facebook? Le problème, c'est que c'est l'utilisation. Par rapport au droit d'auteur, la diffusion d'un écrit, soit ils ont pris le soin de le déposer. Moi, par exemple, j'avais déposé une enveloppe solo. Une enveloppe solo, c'est une enveloppe double, hein, beaucoup de gens connaissent. J'avais mis le thème de ma thèse, le titre de ma thèse, et puis un projet que j'avais. Voilà, donc on fait ça et on a pris date par rapport à l'INPI, on a pris date
de telle chose, hein, de tel poème, parce qu'on peut mettre des poèmes là-dedans, des poésies. C'est maximum 6 ou 7 pages, pas plus. Donc on ne peut pas y mettre 450 pages non plus. Donc soit on s'est protégé au préalable, donc on pourra toujours dire c'est à nous, soit on veut que ce soit public, on a envie d'être lu, c'est le propre aussi de certaines personnes qui veulent partager leurs connaissances. Alors quel cas, c'est toujours pareil, qu'est-ce que je veux en faire? Si je veux montrer une belle poésie, je prends le risque qu'elle soit copiée, qu'elle soit éventuellement plagiée, quelqu'un dira c'est moi qui l'ai fait, donc au préalable, se garantir d'avoir pris date. J'ai pris l'exemple de l'enveloppe solo, hein. Il y a moins cher et plus efficace, c'est de s'envoyer une lettre recommandée qu'on n'ouvre jamais. Bon, ça c'est une petite ruse après qu'on a en droit des brevets notamment. Donc il faut faire attention à tout ça. Rien n'est innocent, il faut être très très prudent. C'est pour ça qu'on engage à la prudence. Au départ, on veut partager, on veut même à la limite donner un peu. Mais voilà, les gens vont prendre. Et quand ils vont prendre, ils vont peut-être prendre vraiment beaucoup et tout. Alors en fonction de ce qu'on veut faire après, si on veut refaire des programmes, des poèmes, et si on veut en vivre, simplement les vendre, on va peut-être se priver de ces ressources. Et par rapport aux photos, quand on met des photos d'artistes? C'est pareil pour les photos, il y a toujours ce droit à l'image, hein, l'utilisation qui pourra en être faite. Alors soit on veut effectivement donner sa photo, en tout cas celle-là, une photo, soit on veut donner une rafale de photos, des thèmes qu'il y a dans les photos, là c'est beaucoup plus imprudent je trouve. Parce qu'on se prive de pouvoir maîtriser son image. Le fait de donner son image comme ça, on se prive après de pouvoir la maîtriser. Il faut faire très attention. Comment et pourquoi défendez-vous les intérêts de l'administration devant la Cour régionale des pensions militaires? La Cour régionale des pensions militaires de Douai, en l'occurrence, c'est une cour d'appel. C'est une cour d'appel qui va juger en second niveau les décisions prises par les tribunaux des pensions. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, tribunaux départementaux des pensions. À l'époque, il y en avait 4, hein. Il y avait Lille, Douai pour le Nord, il y avait Boulogne-sur-Mer et Arras pour le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul tribunal, il est sur l'île. Donc cette cour d'appel, elle rejugeait, puisque en appel, on rejuge l'affaire qui a été jugée une première fois. À ce moment-là, je fais le même travail que je faisais devant le tribunal d'Arras, qui était mon tribunal. Après, j'ai eu Boulogne-sur-Mer, j'ai fait quelques vacations à Lille. Je fais la même chose que dans le tribunal, sauf que là, on doit bien sûr soulever les moyens d'appel. Alors, soit c'est l'administration qui est appelante, soit c'est l'intéressé qui est appelant. Donc, on resserre normalement à peu près la même chose que dans le tribunal. À la différence, c'est que ce qui n'a pas été soulevé dans la cour d'appel, il ne sera pas soulevé. On ne va pas utiliser des moyens qui ne sont pas soulevés dans la cour d'appel. Par exemple, l'intéressé conteste une pension d'invalidité ou le rejet d'une pension d'invalidité. Devant le tribunal, il nous dit voilà, j'ai 25% de pension d'invalidité, j'estime que ça vaut 40, il conteste le taux. Et en plus de ça, l'administration me dit non, c'est pas imputable, il conteste l'imputabilité. Jugement, le tribunal dit oui, c'est imputable, mais c'est 25%. Et il va arriver devant la cour d'appel, il peut très bien discuter soit le tout, soit dire je conteste seulement le taux. Bon, contester l'imputabilité n'aura aucun sens puisque le tribunal lui a accordé. Nous, l'administration, il y a des chances qu'on dise non, on répète, c'est pas imputable. Il n'y a pas de droit à pension. Donc voilà, en cour d'appel, on va défendre des moyens qui sont soulevés par l'appel. Que retirez-vous de vos 20 ans de carrière militaire dans l'aviation légère de l'armée de terre, l'ALAT? Aviation légère de l'armée de terre, j'ai beaucoup aimé ma fin de carrière. Le début, c'était génial. On est jeune, on a le feu, on est tout feu, tout flamme. Mais on est un petit peu bridé. C'est pas la faute de l'armée, c'est comme ça. La discipline est la force des armées. Donc on est bridé par une discipline, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. C'est sûr qu'aujourd'hui, à mon âge, je n'accepterai pas la moitié de ça. C'est une évidence. Mais elle est nécessaire. Ce que j'ai moins aimé, on est dans des tiroirs. Et dans l'armée, il y a 3 tiroirs. Un petit peu comme dans la fonction publique d'ailleurs, hein, ça se ressemble. Il y a 3 tiroirs. Le militaire du rang, le soldat, la troupe, le sous-officier. Donc déjà, sous-officier, je trouve ça assez déplaisant. Et ça, c'est comme ça. Les marins ne sont pas ennuyés, ils disent officier marinier. Nos amis anglo-saxons, ils disent officier non commissionné. Il n'y a pas de sous quelque chose. Hein. Et quand vous êtes mis dans un tiroir en France, on vous prie, le système vous prie de bien vouloir y rester et de faire carrière là-dedans. Voilà. Celui qui veut passer d'un tiroir à l'autre, je répète, c'est possible évidemment, passer donc de sous-officier à haut-officier, eh bien,
il a des concours à préparer, des choses à faire. En plus de son travail, c'est pas toujours évident. Et là, inégalité également devant la chance de pouvoir progresser. Il y a ceux qui sont tout le temps sur le terrain, il y a ceux qui sont un peu plus tranquilles dans des états-majors, dans des bureaux, qui vont avoir, eux, le temps de préparer tous ces concours, qui, sont difficiles. Donc il y a déjà une inégalité d'accès à la promotion sociale, même si je maintiens que l'armée reste un excellent ascenseur social, dans la catégorie. Voilà. Donc la catégorie des sous-officiers, on y rentre sergent, on y fait tous ces examens, et il y en a quelques-uns, pour arriver au grade d'adjudant-chef. Et quand on est là-haut, il faut environ 15-20 ans pour arriver au grade d'adjudant-chef, et après, vous êtes capable de faire encore 15 ou 20 ans avec ce grade. Et là, c'est terrible. Moi, j'aurais pas pu. D'ailleurs, je suis parti. 20 ans avec le même grade, non, c'est pas possible. Moi, je l'envisageais même pas. Quoi. Alors que c'est vrai que la carrière de l'officier est beaucoup plus intéressante, ils ont beaucoup plus de droits, ils ont beaucoup plus... le boulot est beaucoup plus intéressant, puisqu'il va manager immédiatement, hein, même tout jeune, même s'il ne sait pas, il va manager. Il est jeune lieutenant, c'est lui qui commande. Et en fait, celui qui l'aide à commander, c'est l'ancien sous-officier, l'adjudant-chef, qui va lui montrer au petit, et qui va lui apprendre. Mais c'est lui le chef, voilà. Et donc il va accéder au grade de capitaine, et puis après au-dessus, il y a toute une carrière. C'est beaucoup plus intéressant chez les officiers. C'est une évidence. Parfois, quand on est un peu en colère, on dit la démocratie que de nom, quoi. Bon, ça c'est... C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu as comme message, un ou plusieurs, à transmettre à la génération de maintenant, ou aux futures générations, les enfants, etc., sur le droit, sur tout ce qui est militaire, et sur la vie ici en France? Sur le droit, je dirais que le droit, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un truc qu'on apprend par cœur. Il est la traduction, je trouve, de la bonne santé d'une société. Cela dit, certains philosophes le disent, on peut quand même le dire aussi, le droit, il est peut-être fait par les puissants, il est fait par ceux qui dirigent. Alors on instaure des règles de droit, il y en a certaines, elles coulent de source, elles rejoignent la morale, tu ne tueras point, ça tombe bien, c'est interdit, ouf, hein, ça tombe bien. Mais après, il y a d'autres règles de droit beaucoup plus techniques, beaucoup plus insidieuses, qui, on a l'impression, pourraient être mises en place pour servir les puissants. D'ailleurs, selon que tu sois riche ou que tu sois puissant, tu seras jugé différemment. C'est toujours des thèmes qui ont été abordés dans notre histoire par des grands écrivains, hein, Rousseau et compagnie. Et c'est vrai que parfois, on a un petit peu le sentiment que ça peut être vrai. Alors après, on peut s'élever de cela et de dire, oui, mais techniquement, il a beaucoup d'argent, il peut se payer le meilleur avocat. Donc le meilleur avocat, c'est celui qui, à son tour, va faire travailler d'autres petits avocats, un cabinet super solide, pour trouver des arguments de droit, pas des arguments de vérité, des arguments de droit, pour soulager la peine, voire annuler la peine, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là où le droit au départ, défendre les gens, moi ça m'a beaucoup plu, et au fur et à mesure que je me suis élevé dans le droit et que j'ai compris les choses, que j'ai analysé les choses, il faut être conscient que tout le monde n'a peut-être pas accès à la même qualité de droit, exactement de la même façon que la qualité des soins en médecine. Tout le monde n'a pas accès à la même qualité. C'est peut-être le bémol que je mettrais sur le droit et sur l'enthousiasme que j'avais jusqu'à la maîtrise, ou même jusqu'au master, et après, dans la mise en pratique, on s'aperçoit tout le monde n'est pas défendu de la même manière, parce que c'est pas le même avocat, est-il disponible, ne l'est-il pas, a-t-il envie, n'a-t-il pas envie, etc. Voilà pour le droit. Sur l'armée en général, je dirais... Oui, je maintiens, elle a été un excellent ascenseur social, mais je maintiens ces trois grands groupes, hein, le soldat du rang, la troupe, le sous-officier, avec ce sous-officier qui me déplaît au plus haut point, et l'officier. Voilà, donc il y a quand même ces trois castes, si je devais comparer avec l'Inde, hein, où l'officier, de toute façon, on disait à l'époque, d'ailleurs, quand on était un peu en colère, par eux pour eux, voilà, ils font des règles et ils créent des règlements, puisqu'ils sont là pour le faire, hein, c'est aussi leur métier, c'est rare qu'ils soient désavantagés. Voilà, ça parle un peu du droit, vous voyez, on retrouve la même chose un petit peu dans l'armée. Moi, c'est un petit peu le ressenti que j'avais, pour ne pas dire le ressentiment, je suis parti suffisamment tôt pour ne pas avoir de ressentiment, c'est pour ça que j'en parle assez librement. Mais je sentais déjà ça. Voilà pour l'armée. Pour la vie d'aujourd'hui, je pense qu'on a un défaut, les jeunes, je ne les accable pas, je vais sur Internet, je clique, j'obtiens.
Donc c'est un monde de l'immédiateté. Il y a une information, les chaînes d'infos continuent, on sait tout de suite, immédiatement. On a même jugé, condamné, ça c'est une erreur par contre, voilà, dans des délais très brefs, alors que la justice elle-même a besoin de sérénité, de temps pour... Eh bien, ça veut dire que le jeune aujourd'hui n'aura plus envie d'être patient. Il ne connaîtra pas la vertu de la patience. Alors évidemment c'est facile, moi j'arrive en fin de carrière, j'ai 59 ans, je dis ça maintenant. Quand j'étais jeune, j'étais intrépide, je voulais vite ceci, vite cela, que ça aille plus vite encore. Grande hérésie, en vieillissant, on aimerait que ça ralentisse un peu. Ça tombe bien parce qu'on a besoin que ça ralentisse pour réfléchir, pour poser les choses et pour donner un sens aux choses. Donc aux jeunes, le conseil que je dirais, c'est ne va pas trop vite. Prends le temps. De toute façon, il y a un cheminement à faire. Il est impératif. Mais c'est une chance justement, parce qu'à chaque cheminement, à chaque étape, c'est un peu comme l'abeille, elle va de fleur en fleur, et on voit les espèces de petits ballonnets là sur les pattes, elle engrange, et quand elle a tout, elle peut aller déposer ça. Ben c'est pareil, je crois que dans la vie c'est pareil, il y a des étapes, on ne peut pas griller les étapes, on a besoin d'aller étape par étape, en tout cas moi j'ai eu besoin de ça, mais je m'aperçois que la grande majorité des gens ont besoin de ça. Donc, patience, sérénité, l'effort doit porter sur le long terme. Je me souviens, je disais à mes enfants, on peut magouiller, on est récompensé tout de suite, mais c'est de la magouille. Tôt ou tard, ça nous pète au visage. Ou alors on peut rester, entre guillemets, dans le droit fil de ce qui est juste, de ce qui est bon, etc. Ça ne paye pas tout de suite, mais ça paye à long terme. Et quand ça paye bien et pour longtemps. Donc voilà, c'est le message que je donnerais. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport au droit, au côté militaire et à la vie actuellement? Est-ce que tu as d'autres messages à passer? Je crois que si j'ai fait du droit en général, si j'ai été président des officiers pour défendre une corporation, si j'ai été syndicaliste, si j'ai été faire du droit, c'est parce que j'ai une sainte horreur de l'injustice. Je crois que ce qui a été le fil conducteur de ma vie, c'est de lutter contre les injustices. Donc aller conseiller les gens, c'est faire en sorte qu'ils soient le moins possible victimes d'une injustice. Ce n'est pas forcément la solution, mais c'est certainement peut-être l'une des meilleures solutions. D'ailleurs, le droit, c'est ça. On ne peut pas apporter la solution, sauf dans des cas assez simples. On apporte la meilleure solution possible par rapport au cas qui nous est soumis. Je crois que ça a été l'un de mes fils conducteurs. Je dirais que tout petit, j'étais dans la fratrie, entre guillemets, le moins bon. On me disait le moins bon, pour ne pas dire presque le handicapé, un petit peu mental. À tort, parce que j'étais renfermé. Et donc, cette attitude m'empêchait de m'ouvrir. Donc, c'est quelque chose qui entretenait un système. Après, je suis soldat, je suis sous-officier, avec la consonance très péjorative que je trouve à ce nom. C'est pareil, on vous maintient dans un carcan. Alors, un carcan que certains trouvent enviable, hein. Mécanicien hélicoptère, j'ai plus de 1600 et quelques heures de vol, c'est énorme. Voilà, mais un carcan quand même. Après, je me suis développé, je suis parti dans la fonction publique, je suis aujourd'hui directeur d'un service départemental, et ce sera, je crois, le mot de ma conclusion. Si jamais on accorde aux gens les mêmes moyens qu'on a accordés à d'autres, à un certain moment de la vie, bon, vous vous rendez compte, je pars à la fac à plus de 40 ans quand même, et je suis aujourd'hui docteur en droit. J'ai soutenu en octobre 2017, là, je viens de sortir de mon doctorat. Dès lors que j'ai eu les mêmes moyens que les autres, que je regardais avec grand Rabouni, c'était putain, le mec il a le bac et tout, tiens, votre père, je le regardais au début, il a le bac, lui, putain, il a de la chance et tout. C'était extraordinaire pour moi. Mais dès que j'ai eu les mêmes moyens de me révéler, j'ai non seulement fait comme eux, mais par rapport à certains, j'ai même fait mieux. Ça veut dire que finalement, on a tous notre chance, il faut la saisir, mais il faut encore qu'on veuille bien nous la donner, il faut pouvoir la trouver, la repérer, et au moment où dans notre vie, on a croisé de chemin où il faut vraiment le faire. Il y a ceux qui regardent passer le train, et il y a ceux qui montent dans le train. J'ai eu l'opportunité de monter 2 ou 3 fois dans le train, il ne faut surtout pas s'en priver. Merci pour ce mot de la fin, merci d'être venu nous prodiguer tous ces conseils. Merci à vous, à bientôt.